Il va y avoir du travail au montage. Complètement. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans le tout premier podcast du Régime de Véro. Je m'appelle Arthur, je suis le cofondateur du Régime de Véro. Et nous avons décidé de démarrer ce petit podcast pour commencer à démarrer une petite conversation avec vous sur la qualité des ingrédients, de la bouffe de manière générale. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui le cherchaient, et donc on s'est dit que ça serait sympa de faire une petite conversation. Et donc, nous voilà, premier podcast, on le lance, il y a Romain autour de la table, il y a mon père ici présent en face de moi, qui s'appelle Philippe, qui est aussi un cofondateur du Régime de Véro. Et je me suis dit que ça serait la personne parfaite comme première invitée pour ce podcast. Parce qu'ici, il connaît vachement en termes de science autour de l'être humain. J'ai trouvé que c'était un sujet assez intéressant et on pourrait parler un peu de tout ça. Et donc, bienvenue Philippe Capon. Bonjour Arthur, bonjour à tous. Bonjour. Alors, on peut commencer le podcast. On va voir un petit peu comment ça se passe. Mais disons que dans l'idée, je pensais que ce qui serait intéressant, c'est de commencer à discuter un peu de ce que tu connais, de ta passion pour l'être humain et où on en est, et comment on a grandi, comment on a évolué, un peu où on en était à la base, et puis commencer à avancer vers là. Donc, je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu. Le côté, tu sais, moi, j'ai lu pas mal de trucs intéressants sur le côté... alors, moi, je viens de l'approche régime, évidemment, mais... le côté, tu sais, on était chasseurs-cueilleurs, et puis petit à petit, on s'est sédentarisé avec le côté, on a créé des villages, etc. Et au fond, on a changé notre façon de manger, et il y a eu pas mal d'impact par rapport à ça. Et je sais qu'on a eu pas mal de conversations à propos de tout ça, donc je sais que si je te lance sur ce sujet, ça va dérouler. Donc voilà, je me suis dit que ça serait intéressant de démarrer la conversation là-dessus. Voilà, bah écoute, oui, je trouve que c'est intéressant de revenir sur les origines de notre alimentation en tant qu'Homo sapiens, c'est clair. Et de voir les changements très très importants qui sont apparus au cours du temps, et ça nous ramène en perspective sur ce qu'on est en train de manger maintenant. Qui n'est pas forcément très bon pour notre santé, parce qu'on n'était pas conçu pour manger comme ça à l'origine. Mais au fond, c'est une science qui est toute nouvelle, parce que ça fait pas si longtemps qu'on discute du côté, on était chasseurs-cueilleurs, et puis tout d'un coup, on est devenu le côté, urbain, sédentarisé, avec tout ce qui va avec, quoi, le sucre, machin, tout ça. Mais disons que les scientifiques s'intéressent de plus en plus à la façon dont nos ancêtres mangeaient. Parce qu'ils ont de plus en plus de moyens d'investigation, et ils commencent à avoir des idées extrêmement précises de la façon dont on se nourrissait quand on était chasseur-cueilleur. Donc le fameux régime paléo et tout ce que ça implique. Alors, il y a des tas de moyens de savoir ce qu'on mangeait. Il y a des biologistes qui s'occupent de regarder quelles graines ou quel pollen étaient présents dans les couches géologiques qui correspondent au crâne qu'on a retrouvé, qui permettent de savoir ce qu'il y avait comme plantes et comme animaux disponibles pour se nourrir. On peut également étudier les os des hominidés pour savoir grosso modo ce qu'ils mangeaient, quel apport calorique, quelles étaient leurs carences, etc. On peut également faire des recherches au point de vue anatomique pour vérifier à quoi les dents pouvaient exactement servir. Et quand on regarde les dents au microscope, on se rend compte qu'elles ont des stries, des microstries, qui correspondent à des régimes alimentaires précis. Alors, on peut également étudier le tartre qui est collé aux dents et qui contient t'es en train de me dire de la nourriture qu'on ingère. Tu es en train de me dire que le tartre reste sur des milliers d'années sur les dents collées, c'est du calcaire dur, et il n'y a pas de raison qui disparaisse. Il faut absolument que j'aille faire un tour chez le dentiste. C'est important. Et il garde à l'intérieur emprisonné de fins débris de nourriture qui permettent de voir ce que les hominidés mangeaient effectivement. Donc on a beaucoup de voies d'investigation, et ça permet de se rendre compte du régime qu'on avait à cette époque-là. Mais il y a des... Et ça donne quoi au fond ? Mais ça donne qu'on est des omnivores, donc on a un régime relativement varié. Mais c'est pour ça que je voulais parler du régime paléo. Il n'y a pas un régime paléo, parce qu'on se rend compte que selon la géographie, selon les saisons, selon les époques, etc., les hommes ne mangeaient pas du tout la même chose. Ils n'étaient pas tous au supermarché il y a 4 000 ans. Non, évidemment.
évidemment. Et bon, je veux dire, la nourriture disponible, il est évident qu'elle est différente selon les saisons, ça on l'a compris, mais il peut y avoir des périodes de sécheresse, il peut y avoir des périodes beaucoup plus humides, etc., où la nourriture en général est très différente. C'est marrant parce que si tu y réfléchis, tu te dis, le chasseur-cueilleur, c'est un petit peu, alors c'est une vision totalement scénarisée façon Hollywood, quoi, mais dans l'idée, tu avais ceux qui étaient à la caverne et qui cuisinaient, alors avec le feu, direct le feu, alors qu'évidemment, le feu, c'est pas un truc qu'on a eu instantanément. Et puis, c'était... pour moi, le chasseur-cueilleur, c'est le mec qui part avec sa lance en groupe et qui va chasser le mammouth. Tu vois. Rien que le côté cueilleur, déjà rien que ça, à part des framboises et des groseilles, c'est la seule image que je peux avoir dans mon cerveau. C'est pas tout à fait faux. En réalité, le chasseur-cueilleur chassait beaucoup et la nourriture de l'Homo sapiens, donc à partir d'il y a 200 000 ans, était très carnée. Donc il mangeait beaucoup de viande. Il bouffait pas mal de viande. Mais... Ouais, t'as un problème micro. On a une alerte micro. Il mangeait beaucoup de viande. Alors, il chassait une partie et il mangeait probablement des charognes aussi. D'accord. Alors, proposer ça aux gens qui veulent faire un régime paléo, ça paraît un peu violent, quoi. Alors, il faut comprendre que c'est certainement beaucoup plus facile de se disputer de la nourriture comme ça avec les vautours que aller chasser le mammouth. Le mammouth, c'est grand et ça ne devait pas être très très sympa, donc il devait tenter beaucoup et pas réussir souvent. Mais leur régime apparemment était très carné. Et après, ils mangeaient des plantes, des racines, des baies, des feuilles éventuellement. Ce qu'il faut savoir aussi à propos toujours du régime paléo, c'est que les légumes comme nous les entendons maintenant et qui sont préconisés, n'existaient pas dans cette forme-là. Tu veux dire que le concombre, la tomate, tout ça n'existait pas du tout? Absolument pas. Le maïs, c'était un petit rikiki avec des grains très mauvais. L'oignon n'existait pas, le brocoli n'existait pas. Et on n'allait pas au supermarché. Il fallait se balader dans la forêt ou dans la savane pour aller déterrer une racine. Il fallait avoir une certaine culture qui était apprise de génération en génération pour dire tiens, ces deux petits bouts de feuilles qui dépassent là, il y a quelque chose de très bon à manger. T'imagines la découverte de la première carotte? Alors, les carottes n'existaient pas dans cette forme-là non plus. Au cours des âges, on a de plus en plus sélectionné des espèces, on a croisé des choses et on est arrivé aux légumes qu'on connaît maintenant. D'accord. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à ce légume-là? C'est le changement naturel qui s'est opéré ou c'est des croisements? On a sélectionné. D'accord. Donc on a fait de la sélection naturelle, mais via nous. De manière très empirique au début, mais maintenant on sélectionne génétiquement pour faire des tomates rondes qui ont tel calibre et qui ont telle couleur. Et bon, le goût, on n'en parle pas, mais voilà. Ouais, c'est ça. Alors, une chose importante aussi, tu parlais du feu tout à l'heure. Alors, le feu, c'est un truc très très important dans notre alimentation. On s'est rendu compte que à partir du moment où on a commencé à cuire notre nourriture, on a commencé à grandir, à prendre du poids et la taille de notre cerveau a largement augmenté. Donc avant, on était plutôt singe, on va dire, dans l'idée, et puis petit à petit, on s'est développé vers l'être humain qu'on connaît aujourd'hui. Mais au fond, le feu, comment est-ce qu'on a découvert le feu? Parce que c'est un truc... Enfin, moi, j'imagine le côté, tu sais, t'as un éclair qui éclate sur un arbre et t'as du feu, et puis boum, on a trouvé du feu, quoi. Ouais, au début, c'est un peu ça. On atteste la présence du feu il y a pratiquement 2 millions d'années, un peu moins. L'utilisation, on trouve des os brûlés dans des campements, etc. Donc, ça veut dire que... on utilisait déjà le feu pour cuire la nourriture. Mais on estime qu'à ce moment-là, les gens ne le domestiquaient pas. C'est-à-dire que c'était un feu par coup de bol, effectivement. Il y avait un éclair et un feu de forêt ou quelque chose. Et ils pouvaient ramasser le feu quelque part, en faire un foyer, etc. Mais ils ne le domestiquaient pas, ils ne pouvaient pas le transporter et ils ne pouvaient pas le faire eux-mêmes, surtout. D'accord. Mais ils arrivaient quand même à le maintenir pendant une certaine période. Oui, jusqu'au moment où il pleuvait et probablement oui, d'accord. C'était râpé. Et vers 500 000 ans, apparemment, on a commencé à le domestiquer. Donc, on a été capable de faire du feu avec des silex ou en frottant des morceaux de bois. Et on a été capable de le transporter aussi. Parce que je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire du feu dans la nature à coups de petits bois comme ça, là. Mais c'est quand même très difficile. En fait, il y a une affaire de technique. Déjà, il y a une affaire de technique. Mais même au-delà de ça, c'est quand même très physique. C'est quelque chose... déjà, tu t'éclates les mains si tu le fais. C'est un boulot, quoi. C'est vraiment du sport, quoi. Exactement. Et puis, si tu n'as pas la technique, tu peux travailler tout ce que tu veux pendant des heures, il ne se passe rien. En fait, moi, j'ai appris, parce que je me suis un peu renseigné là-dessus la dernière fois, c'est qu'en fait,
il faut faire en sorte qu'il y ait une source d'air qui passe limite au milieu ou en dessous, si tu veux, pour justement permettre à l'air de circuler et donc de faire carburant, en fait. C'est ça l'idée. Personnellement, je ne suis pas spécialiste moi non plus. Du feu comme ça, mais sur ce que j'ai vu, il y a des gens qui sont très doués et en 2 minutes, le feu est allumé. Mais je pense que c'est la pratique, clairement. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, une chose qui est aussi intéressante, c'est qu'à partir du moment où on cuisait la viande, notamment, la viande cuite, on peut en extraire beaucoup plus d'énergie que la viande crue. Oui. Donc, le fait de cuire a fait du bien à notre santé, a fait du bien à notre taille, notre poids. Et j'imagine que tu éclates pas mal d'emmerdes aussi, c'est-à-dire tu éclates pas mal de microbes en les cuisant, évidemment. Exactement. Alors, on cuisait aussi les légumes, entre guillemets. Il y a beaucoup de légumes qui sont absolument immangeables crus ou qui sont également toxiques. Donc, en les cuisant, on retire cette toxicité et donc on peut absorber beaucoup plus de choses différentes. Mais excuse-moi, est-ce que tu penses qu'il y a des légumes qu'on mangeait à cette époque-là, qui existent encore toujours, ou à peu près de la même forme, où ils ont tous tellement changé qu'au fond, on n'a plus un seul légume? Parce que moi, j'ai vu la dernière fois, c'était dans un catalogue justement d'un fournisseur de légumes. Et c'était marrant parce que j'ai vu à un moment donné, ils avaient une petite section qui était les vieux légumes d'antan ou les anciens légumes, etc. Et tu vois des trucs que déjà de ma génération, je ne connais pas du tout, du style les carottes noires, c'est là-dessus que je les ai découvertes. Il y a des carottes blanches, il y a des carottes jaunes, noires, et puis la carotte classique orange. Je me demande s'il n'y en a pas même une autre couleur. C'est tous des trucs que j'ai complètement découverts. C'est comme en arrivant dans le sud de la France, parce qu'on est dans le sud de la France actuellement, mais découvrir toutes les différentes couleurs de tomates. Ça paraît con, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup. Et donc je me demande au fond, est-ce que ce qu'ils mangeaient avant comme légumes, est-ce que c'est quelque chose que... Ça n'a probablement rien à voir. Ce sont les légumes qu'ils mangeaient, ou les plantes, pour être plus précis, n'existe plus maintenant. Il existe éventuellement dans la nature, on peut trouver certaines choses, mais c'est le fruit d'une sélection, et les légumes anciens dont tu parles, c'est des légumes du Moyen-Âge, hein, grosso modo. C'est pas des légumes aussi anciens que... Et comme quoi, il n'y a pas si longtemps, d'une certaine façon, on mangeait déjà des trucs totalement différents. C'est juste que, bon, ils avaient d'autres couleurs, etc., peut-être d'autres formes, ils étaient clairement dans... Tu sais, c'est comme la pub, ça m'y fait penser, je rebondis, mais il y a la fameuse pub, je crois que c'était pour Intermarché, je suis pas sûr. Je crois que c'était Intermarché. Il parlait des légumes moches et des fruits moches. Oui. Tu sais, et c'est un peu cette idée, c'est que je pense que, comme tu disais, on a fait une sélection pas naturelle à ce moment-là, mais on veut des beaux légumes. C'est ça, on veut des beaux légumes qui ont l'air bons, qui ont l'air plein de jus, etc. Et au fond, tous les légumes moches, les fruits moches, on les jette. C'est un truc de fou. Et quand tu vois ces pubs-là, alors ouais, c'est clair qu'ils étaient très moches. Je pense qu'ils avaient été choisis pour être très moches. Mais sur le principe, ça reste un légume et un fruit, quoi. Et je me demande si au Moyen-Âge, ils mangeaient, à mon avis, ils mangeaient justement même les moches. Ils devaient certainement manger les moches aussi. Ouais, c'est ça. Donc, au fond, la sélection s'est faite petit à petit. T'es passé de qu'est-ce qui est assez nutritif et facile à manger, d'une certaine façon, je pense. Et petit à petit, on est arrivé au Moyen-Âge où on a commencé à petit à petit vouloir des jolis légumes, petit à petit. Et surtout quand on est tombé dans l'ère industrielle, tout ça, alors là, c'est fini. Je pense que les jolis légumes, ils ont été sélectionnés à partir de l'industrialisation de l'alimentation. Donc, tu crois pas que... C'est très récent. Okay. Je crois qu'au Moyen-Âge, on s'en fichait pas mal. Je pensais plus, tu vois, genre le côté Renaissance et après, tu vois. Ouais. Parce que là, on commence à être intéressé par le beau en lui-même et à faire gaffe un peu. On brûle un peu les étapes. En fait, je suis d'accord, totalement. Là où on a commencé à sélectionner timidement et de façon complètement empirique, c'est quand l'homme s'est sédentarisé. Ouais. Le chasseur-cueilleur, il allait piquer dans la nature ce qu'il mangeait, mais sans jamais le transformer, ni le planter lui-même, ni le cultiver. Il piquait dans la nature, il piquait sur le cheptel animal, il piquait sur le cheptel végétal, mais il n'interférait pas du tout avec les espèces comme avec le feu au départ. Voilà. Et à partir du moment où il s'est sédentarisé, il a commencé à élever des plantes, à élever des animaux pour son propre confort et à faire des sélections. Le blé
le blé, l'orge ou l'avoine, etc., existaient dans des formes différentes dans la nature, et c'est en croisant les espèces, en les cultivant, qu'on a sélectionné des plus gros grains, des épis qui comptaient plus de grains, etc. Ça me fait rigoler. Pour des histoires de productivité. Hein, tout mais complètement. Et puis, t'imagines la première fois qu'on a décidé qu'on allait créer un village, enfin, déjà, le mot village en lui-même, mais le fait de décider qu'on arrêtait de bouger toutes les 3 semaines, quoi. Puis la première fois que quelqu'un a réalisé qu'en mettant une petite graine dans le sol et en mettant un peu d'eau et en attendant avec le soleil, machin, tu allais commencer à avoir une plante et qu'on pouvait choisir de les planter à tel endroit, etc. Enfin, ça a dû être un moment de découverte absolument démentiel pour l'être humain, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. C'est une date extrêmement importante dans l'histoire de l'humanité. On ne connaît pas exactement, mais on a une idée, quoi. Alors, les avantages sont un peu controversés. Alors, évidemment, un avantage évident, c'est que la population, le chiffre de la population mondiale a pu augmenter de façon exponentielle, tout simplement parce qu'ils étaient mieux nourris et que la sédentarisation a des gros avantages à ce niveau-là. Mais on s'est rendu compte aussi que ça avait des tas d'effets négatifs, et notamment le blé ou les céréales en général, c'est pas des aliments qui sont si intéressants que ça. Ils étaient faciles à cultiver, mais au point de vue nutritif, c'est pas terrible. C'est beaucoup moins bien que ce qu'on pouvait trouver dans la nature. On estime que les anciens fruits et légumes qu'on trouvait contenaient à peu près 10 fois plus de vitamines que dans ceux qu'on trouve maintenant, à l'état brut naturel. Et quand on a commencé à cultiver, mais on a perdu progressivement cet apport en vitamines. Donc, on a des produits qui sont de moins bonne qualité. Alors, il y a autre chose aussi. Tu parles même du bio et tout ça, hein, on est d'accord. Oui, tout à fait. C'est vraiment sur la généralité des produits. Oui. On est 10 fois moins nutritif en termes de vitamines et tout ça. Le produit non sélectionné, non transformé dans la nature contient beaucoup plus de vitamines, d'oligo-éléments, de minéraux, etc., que les espèces qui ont été transformées, cultivées maintenant. Okay. Alors, c'est absolument évident, puisqu'on est dans le sud, quand on prend une tomate qui a poussé sur l'arbre derrière dans le jardin, elle est infiniment meilleure, plus goûteuse, même si elle est moche, que celle qu'on va trouver ronde, rouge, toute belle dans la grande surface, quoi, c'est évident. Qui a été sélectionné, déplacé pendant des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Mais au fond, ça fait quoi comme changement vraiment important? Parce que tu parlais on a pu se développer en termes de taille, du nombre de gens, la taille du cerveau, il y a plein de choses comme ça. Alors, je rebondis complètement, mais bon, il faut savoir quand même que tu viens d'un monde où tu es chirurgien-dentiste à la base, mais tu as une énorme passion pour justement la physiologie et l'histoire humaine, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de discuter de ça aussi, c'est que je sais qu'on en a discuté, c'est pour ça que je te fais un peu rebondir là-dessus, mais on a parlé des dents et de l'évolution qu'on a encore au jour d'aujourd'hui au niveau de la mâchoire, du crâne et de comment ça marche en fait. Je ne sais pas si... Mais oui, disons que ça n'a pas tellement de rapport avec l'alimentation d'une façon générale. Simplement, on a un rétrécissement de la face qui est de plus en plus rapide, et on n'a plus de place pour nos dents de sagesse, on a des problèmes de place pour les dents, chose qu'on ne retrouvait pratiquement pas au Moyen-Âge. Les gens avaient tous leurs dents de sagesse sans aucun problème, etc. Et maintenant, on évolue vers un rétrécissement des mâchoires, alors que les dents gardent la même taille. Mais on n'en connaît pas exactement la cause. Il y a des tas d'hypothèses. Ce ne serait pas parce qu'on mâche moins ou des choses comme ça? C'est possible. Peut-être qu'on se sélectionne vers le bas parce qu'on mange moins dur. D'accord. Tout ça est possible. C'est certainement de la sélection, mais on n'a pas encore assez de recul pour le savoir, quoi. Certains disent que c'est parce qu'il y a le cerveau qui gonfle, donc la face diminue. Il y en a d'autres qui disent qu'on sélectionne des bouffeurs de yaourt, parce qu'au fond, pour se reproduire avant, il fallait se nourrir convenablement, avoir de bonnes dents et de bonnes mâchoires, et que maintenant, les édentés peuvent faire des tas d'enfants, ou les gens qui ont des dents de mauvaise qualité peuvent faire des tas d'enfants et transmettre probablement une partie de ce patrimoine génétique pas très bon à leur descendance. Et donc, oui, il y a des choses à piquer là-dessus, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec l'alimentation. C'est pour ça que je voulais revenir sur la sédentarisation. C'est que l'homme, non seulement il a commencé à cultiver des plantes, mais il a aussi sélectionné des animaux. Et donc, il a commencé à vivre avec
des vaches, des porcs, des chèvres, etc. Également des chiens, des chats, des souris, des rats, parce qu'il stockait sa nourriture, et donc ça a attiré notamment les rongeurs, et ça a créé une promiscuité entre l'homme et des tas d'animaux qui n'étaient pas en contact ou très très peu en contact avant. Et ça a permis à des tas de maladies de se développer. Parce que des maladies du porc, de la vache ou des rats, notamment par exemple la peste, c'est transmis par la puce du rat. Donc on a créé les conditions pour avoir des gros problèmes de santé quand on a commencé à se sédentariser. Alors, c'est pas ça, les chasseurs-cueilleurs, ils pouvaient être malades, blessés, il pouvait leur arriver des tas de trucs. Ils vivaient pas vieux, c'est clair, mais l'homme sédentaire a été confronté à des tas et des tas de maladies qu'il ne connaissait pas avant. Et on sait aussi que le patrimoine génétique de l'homme, à ce moment-là, a changé. Il s'est adapté à cette nouvelle nourriture, et notamment au lactose, par exemple, puisqu'on buvait du lait, des animaux, on faisait du fromage, des choses du genre, choses pour lesquelles on est totalement inadapté. L'homme préhistorique, la seule façon de boire du lait, c'était le lait de sa mère, et pendant un laps de temps extrêmement court. Après, il devenait lactose intolérant. Il faudra dire ça à tous les fans de fromage. Il supportait plus le lait, tout simplement pour laisser la place aux autres. Il devait se nourrir autrement. Et pas question de boire du lait de sa mère jusqu'à 10 ans, quoi. C'est pas possible. C'est dingue ça, parce que j'y ai jamais réfléchi à ce côté-là. Mais... Après, quand on a commencé à vivre sur le lait des vaches, des chèvres, etc., on a dû s'adapter, parce que théoriquement, ça ne pouvait pas se faire. Et maintenant, il est communément admis que les populations du Nord sont en général lactose tolérants, donc peuvent boire du lait et des laitages très très longtemps, tandis que les populations du Sud et de la rive de la Méditerranée notamment sont beaucoup plus lactose intolérants. Et tu penses que c'est dû à quoi? C'est dû au climat qui fait que ou Non, je ne connais pas l'explication exacte, mais c'est probablement aussi une question de régime alimentaire et tout. On vit beaucoup moins sur le lait dans le sud qu'on vit sur le lait dans le nord. Et donc, les gens se sont adaptés à ça, certainement. C'est marrant parce que tu pars sur le principe que ça va, tu te bagarres avec ton pote. Tu peux le déplacer si tu veux, il n'y a pas de souci. Non, c'est marrant parce que quand tu y réfléchis, tu te dis... il y a un côté, je sais pas, si tu pars sur le principe qu'on est de base lactose intolérant à partir du moment où on n'est plus sous la tutelle du lait de sa mère, si tu veux, c'est assez marrant pour tous les fans de fromage, etc. Moi, on mange tous du fromage autour de cette table, hein, on le sait. Ouais. Et au fond, c'est marrant à quel point on n'est pas adapté, en fait. Mais est-ce que c'est la même chose avec le gluten? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le gluten, c'est aussi un peu un sujet à débat. Est-ce que c'est pareil ou c'est pas tellement pareil? Non, je ne suis pas spécialiste du gluten et de l'intolérance au gluten d'une façon générale. Je pense que la vraie intolérance ne concerne pas beaucoup de monde. Oui, c'est ça. C'est plus un effet de mode. Il y a un effet de mode. Bon, il y a des gens qui sont réellement... non, mais il n'y a pas un truc physiologique sur le long terme qui fait qu'on est... Parce qu'au fond, on parlait... Je ne peux pas répondre à cette question. Okay. Je n'en sais rien. Parce que je me suis dit, c'est marrant, quand on s'est mis à cultiver tout ça, on a dû évoluer pas mal entre... Le côté, on a commencé à évoluer avec des plantes comme le blé, l'orge, etc. Et comme on est resté au même endroit, on a dû, comme je dis, se développer physiologiquement pour aller de ce côté-là. Mais comment ça s'est passé quand on a commencé à instaurer des trucs comme le café, les nouveaux éléments, par exemple ça vient beaucoup plus tard. Hein, l'introduction de différents éléments, il y en a qui se fait par la route de la soie très très tôt, donc on commence à avoir des produits comme par exemple la canne à sucre, elle est connue de façon très très ancienne et elle est venue par l'Inde et par la Méditerranée, mais c'était considéré comme un médicament pendant très très longtemps. Et donc l'histoire est marrante parce que la canne à sucre elle vient a priori de la Nouvelle-Guinée, elle est originaire de là, et elle a voyagé jusqu'en Inde où les Indiens il y a très très longtemps la connaissaient très bien et ça a été transmis aux Arabes et les Arabes l'ont cultivé dans toutes les îles de la Méditerranée, mais en petite quantité, et son usage était médical. Donc, il n'y a pas eu d'introduction du sucre. C'est d'ailleurs très étonnant, parce que c'est très bon, le sucre. Ouais. Et enfin, au goût, je veux dire. Et là, c'était un médoc, quoi. Donc, elle s'est
Ça servait pour être en forme. Voilà, quoi. elle s'est peu développée jusqu'au moment où on a commencé à la cultiver avec l'esclavage. On l'a cultivée au Brésil et dans les Antilles, etc. Et là, c'est devenu une industrie à part entière. Et on a pu extraire d'une façon industrielle le sucre de la canne à sucre. Et le sucre a commencé à se répandre au XVIe siècle, à peu près partout. C'était très cher, donc c'était réservé aux riches. Qui ont commencé à avoir des problèmes. Mais c'est marrant parce que moi j'ai souvenir, on a été à un moment donné, je crois que c'était à l'île Maurice, quand on a visité une genre d'endroit où on fait passer la canne à sucre, mais littéralement comme une espèce de canne de bambou en fait, mais c'est une canne à sucre. Et on fait passer ça à un petit cube blanc de sucre. Et c'est un process absolument démentiel. Quand très, on très pense, compliqué. c'est ça, quand on pense à la complexité pour passer de la plante au petit carré de sucre qu'on met dans son café le matin, c'est un truc de dingue. Il y a un process scientifique absolument démentiel. Donc, faire passer le sucre de... Enfin, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on parle du sucre comme étant une saloperie quand même assez importante, même si ça a quelques avantages, mais principalement des emmerdes. Au fond, faire passer le sucre de la plante jusqu'au petit cube blanc, ça a dû prendre un temps absolument infini pour arriver à maîtriser tous ces aspects techniques. Donc au fond, c'est un truc qui a été produit pendant longtemps de par le côté on va dire médicamenteux du truc, qui au fond, enfin je sais pas à quoi ça servait, mais à part quand tu faisais tu tombais dans les pommes, oulala, il y avait pas grand chose, je veux dire. C'est un process qui est dingue quoi, quand tu penses à ce que l'importance que ça prend au jour d'aujourd'hui dans le monde actuel. Maintenant il y a du sucre partout. Dans tout. Alors c'est un non-sens physiologique complet parce que le chasseur-cueilleur, ses sources de sucre étaient extrêmement limitées. À part les fruits quoi. Alors les fruits, mais à certaines saisons parce que l'hiver il n'y avait pas. Dans certains tubercules, certaines racines, il y a des sucres aussi, mais ils en mangeaient en très faible quantité et en fait leur principale source d'approvisionnement c'était les graisses. Parce que le sucre, on en a besoin. On doit avoir 1 gramme de sucre dans le sang. On avait des glucides. Le cerveau fonctionne. Mais on le construit à partir de nos graisses. Et donc, eux avaient des apports de graisse par la viande, etc., assez importants. Et ils pouvaient produire leur sucre comme ça. Mais pas directement sous la forme de fructose ou autre sucre qu'on trouve à l'état naturel. Tandis que maintenant, on a du sucre absolument dans tout. Dans tous les plats cuisinés, il y a du sucre dans tous les sens. Il y a des sucres dans tout. Mais au fond, le sucre, il sert à quoi? Il sert au goût ou il sert à conserver? C'est ça la vraie question. Non, c'est un exhausteur de goût. D'accord. Donc c'est juste rendre le truc meilleur, tout simplement. On met du sel et puis on met du sucre aussi, et puis on rajoute des tas de trucs pour que ça ait du goût. Parce que le problème aussi, c'est que maintenant, on a tellement sélectionné les fruits et légumes pour qu'ils soient jolis, calibrés et tout, et qu'ils se conservent longtemps aussi, qu'au fond, ils ont plus de goût très très intéressant. Alors quand on fait des compotes ou des desserts aux fruits, etc., on est obligé de rajouter des tas de trucs dedans pour que le goût soit acceptable. Mais seulement, c'est plus réellement... Le non-sens total de cette phrase. C'est complètement dingue quand on pense à tout ça et au fait que on met du sucre littéralement pour rendre le truc bouffable. C'est un truc de fou. C'est dingue, quoi. On ferait mieux d'avoir des bons fruits et des bons légumes plutôt que de devoir rajouter du sucre. C'est clair. Et donc on est sur une consommation de sucre absolument démentielle, surtout au jour d'aujourd'hui dans les supermarchés et machin comme ça. Mais si on repart un peu en arrière, parce qu'on a passé un sujet qui m'intéresse pas mal, c'est au fond le seul élément que je vois principal, à part le café, le cacao. Tu en connais d'autres, des éléments comme ça qui ont été introduits, qui ont fait un changement important dans... La patate, Arthur. La patate. Pignou. La patate, elle vient de la découverte de l'Amérique. Elle est venue d'Amérique du Sud. Dit que c'était un truc d'européen à 100%. Non, pas t'as du vu tout. La tronche du bazar, c'est obligé. La tomate, c'est pareil. D'accord. Le maïs. Ouais, le maïs, ça d'accord. Mais c'est vrai qu'au fond, si on y réfléchit, il y a quand même ce côté, comme tu dis, on est passé de
produits dont on n'a presque aucune idée au jour d'aujourd'hui, qui sont des produits tellement différents de ce qu'on consomme aujourd'hui, à ce qu'on peut trouver dans le supermarché. Donc au fond, il y a une espèce d'industrialisation des process qui est démentielle. Moi, le premier truc auquel je pense, c'est tout ce qui est conservateur, tout ce qui est hyper-processing de manière générale, les sucres cachés, on en parlait tout à l'heure. Mais au fond, c'est quoi ton avis par rapport à tout ça? Qu'est-ce que tu en penses? Très logiquement, il faudrait privilégier le bio tant que c'est possible, manger plus de vieux légumes, pas que ce soit une véritable obligation, mais pourquoi pas, c'est une bonne façon de se désintoxiquer de la tomate qui ressemble à une balle de tennis, qui est toute rouge, etc., et qui n'a aucun goût. Il faudrait favoriser ce genre de choses. Ce serait pas mal d'avoir son propre potager ou des potagers communs, etc. Il faudrait éviter les nourritures surprocessées, donc le sucre blanc, les farines blanches, le pain blanc, etc. Privilégier les pains complets, etc., les farines complètes. Si on veut manger, on met du sucre dans son café, autant que ce soit le sucre le moins raffiné possible, etc., etc. Il faudrait revenir à des fondamentaux. Essayer de manger beaucoup moins de sucre, essayer de manger beaucoup moins de sel, essayer de manger beaucoup moins gras. Mais ça passe par justement ne pas manger de plats tout faits, en fait, parce que c'est là où on maîtrise rien. C'est un des trucs, pour tout ce qui est, pour avoir fait pas mal de sport, je le sais, quand on veut manger ultra clean et qu'on veut faire un peu gaffe à comment on mange et perdre un peu de poids, etc., la meilleure façon de le faire, ça reste tout cuisiner à partir de produits bruts, en fait. Absolument. C'est là où tu risques le moins de rajouter d'emmerde de sucre, de sel, de machin, la totale, quoi. Si tu cuisines toi-même un plat tout à fait bateau, je sais pas, poulet basquez, tu vas prendre ton poulet, tu vas le cuire, tu vas cuire tomates, oignons, poivrons et ail, par exemple. Tu mettras un peu d'huile d'olive, tu vas faire ça comme ça. Et donc, tu vas avoir 6-7 éléments, une petite pincée de sel, un peu de poivre, rien de plus. Si tu achètes un poulet basquez dans un grand magasin plat préparé, il y a une liste kilométrique d'ingrédients, de trucs et de machins que tu aurais jamais mis toi-même pour le faire. Et ton plat va être meilleur, parce que tu l'auras cuisiné avec amour, etc. Tu auras choisi tes légumes, tu l'auras fait mijoter comme il faut. Ce sera bien meilleur que le plat cuisiné. Et le plat cuisiné t'oblige à ingérer des tas de machins qui sont pas du tout adéquats, qu'on devrait absolument éviter. Mais est-ce qu'on connaît déjà les répercussions? Parce que tous les E400 machin, tous les bazar, est-ce qu'on a une idée de ce que ça donne à la fin? Ça discute. Il y en a des centaines. Et, là-dedans, il y en a une cinquantaine qui seraient à éviter absolument, parce qu'on sait que c'est des perturbateurs endocriniens ou ils sont carrément cancérigènes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être là. Il y en a des tas qui sont considérés comme douteux. Alors, bon... Est-ce que l'aspartame en fait partie, sûrement? Je ne sais pas. L'aspartame, je crois que c'est pas génial. D'accord. Pour tous les buveurs de coca. Que ce soit toxique, je suis pas sûr, mais de toute façon, ça permet de maintenir en éveil le goût du sucre. Et il faudrait essayer de le perdre au maximum. Et puis il y a d'autres conservateurs ou exhausteurs de goût qui n'ont pas de toxicité particulière. Mais enfin, pourquoi les mettons? On en a pas besoin. D'une certaine façon, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises, je pense à Coca, mais plein d'autres, qui ont bâti leur empire sur le sucre et sur toutes ces saloperies qu'ils ont mis dedans, qui au fond sont extrêmement addictives et qui font que tu continues tout le temps. Moi, j'ai des potes qui boivent du Coca tous les jours, quoi. Oui. Alors que tout le monde sait que c'est absolument atroce, quoi. Enfin, c'est comme la clope à ce niveau-là, c'est du même avis, quoi. Et moi, en tant que dentiste, je suis extrêmement opposé au Coca et autres sodas, ça c'est clair. Ça doit être assez violent. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des études sur les rats qui ont été faites pour mesurer l'addictivité du sucre. C'est plus addictif que la cocaïne, par exemple. T'es sérieux? Oui. Quand on... Non. Si, tout à fait. Les rats, ils préfèrent prendre une latte de sucre plutôt qu'une latte de coke, grosso modo. Ce qui paraît, ça paraît aberrant, et pourtant c'est la vérité. Donc, c'est dingue. Le sucre, il faut se méfier. Il faut se méfier vraiment. Comme quoi, cuisiner tout soi-même et il y a plus de quoi. Bon, alors le sucre, c'est bon. Moi, je mets du sucre dans mon café le matin. Je suis pas très dessert. Bon, ça va. Mais éviter les sources de sucre caché qui sont absolument partout.
Et le sucre, on peut l'absorber sous forme de fruits, choses comme ça. Éviter les jus industriels parce qu'on rajoute du sucre aussi. Donc, je viens de me faire un innocent. Est-ce que tu vas m'en vouloir si je... Il y a du sucre dedans, mais bon, à la limite, ça, je crois que cette marque-là, il n'y a rien d'autre. On s'en sort mieux que les autres. Il n'y a rien d'autre. Contient des sucres naturellement présents dans les fruits et les légumes. Ils s'en sortent pas si mal. Mais d'ailleurs, il y a un truc que alors, rien à voir, mais un peu quand même. J'avais lu un truc qui m'a marqué. Alors, je ne sais pas si tu t'y connais là-dedans, mais je vois. Hein, mais moi, j'avais lu que les jus d'orange, pour avoir tout le temps le même goût, par exemple le goût Tropicana, le goût Joker, le goût machin, en fait, c'était littéralement de l'eau, un sirop X avec un peu de pulpe et on faisait un jus comme ça. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas archi spécialiste, mais il existe beaucoup de catégories de jus de fruits. Bon, pour le jus d'orange, il y a des jus, certaines personnes vendent des jus fraîchement pressés. Donc, on presse les oranges, on les met dans une bouteille et on les vend comme ça. La durée de conservation est extrêmement courte. Ça, 2 ou 3 jours. L'orange, l'histoire de la machine qui fait pouf, 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 pouf et qui te fait un jus d'orange limite devant toi, à ce moment-là, voilà. Ça c'est très court, quoi. C'est du jus de fruits. Bon, il faut savoir quand même que quand tu bois du jus de fruits, tu supprimes déjà toute une partie des fibres qu'il y a dans le fruit lui-même. Donc il vaut mieux manger une orange plutôt que se faire un jus d'orange, même fraîchement pressé. L'apport nutritionnel est meilleur dans le fruit brut. Ça, c'est une chose. Après, il y a d'autres jus d'orange qui sont un petit peu moins bruts que celui-là, qui contiennent un peu plus de conservateurs, etc., qui peuvent se conserver un peu plus longtemps, mais qui sont pressés aussi. Et après, on va vers un jus de sucre pratiquement et de l'eau, et on mélange les deux. Ben, c'est facile, hein, je ne veux pas citer de marque, mais tu goûtes certains jus d'orange ou dans les hôtels où tu te reçois un jus d'orange le matin, tu vois que c'est hôtels de la médicaments, c'est de la poudre avec de l'eau. Ça, à part te donner du sucre, ça ne t'apporte rien du tout. Mais je me demande si, au fond, pour avoir le même goût tout le temps, ils n'ont pas quand même des techniques spécifiques pour ça. Il faudrait que je me renseigne là-dessus pour voir un petit peu, mais je pense qu'il y a à partir du moment où tu mets du sucre, des conservateurs, des exhausteurs de goût, autant de pourcents, autant de grammes par litre, etc., tu as un jus qui aura toujours le même goût. Et il est évident que le vrai jus pressé d'orange, par exemple, selon le moment où on a cueilli les oranges, leur état de mûrissement, etc., le goût du jus sera toujours un petit peu différent. Et ça les industriels, ils ne peuvent pas se le permettre. Ils veulent quelque chose de rigoureusement stable. Et pour ça, il faut tricher un peu, quoi. D'accord. Voilà. Cool. Tranquille, quoi. Donc on est sur de la super industrialisation d'absolument tout ce qu'on bouffe, super. On n'a aucun retour véritablement sur la longueur pour savoir comment ça se passe et si on n'est pas en train de développer un max de maladies à cause de ça. On va découvrir les années passant que telle ou telle chose sont extrêmement mauvaises pour la santé. Alors il y a beaucoup de choses qu'on soupçonne, il y a d'autres choses qu'on ne soupçonne pas encore. Et puis l'imagination des industriels est débordante pour nous mettre des trucs dans notre nourriture, ça c'est clair. Ouais, non, mais j'avais vu à un moment donné, je crois que c'était sur Quotidien ou un truc comme ça, il y avait un mec qui sortait de l'industrie qui parlait justement de tous les produits qu'il avait vu passer, que ce soit les céréales et les choses comme ça, qui disait vous vous rendez pas compte de ce qu'il y a dedans, la sciure de bois, les machins, miam miam miam, bon appétit. c'est complètement dingue quand même. Et comme quoi, retour aux sources, c'est le mieux. Mais en parlant d'industrie et de produits qui se sont bâtis sur le sucre ou les conservateurs, ce genre de trucs, je ne sais pas si tu te souviens de la campagne de pub pour les produits laitiers. C'est comment déjà le jingle? C'est les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Tu sais, au fond, on a découvert que forcément, comme on en parlait au tout début, le lait en lui-même n'est pas véritablement bon pour toi, à part quand tu es bébé, particulièrement bébé. Mais au fond, c'est une campagne de pub qui a ultra bien marché, alors que c'est basé sur un mensonge total, en fait. Ouais, les industriels ont
disent qu'il faut manger plusieurs produits laitiers par jour, et les scientifiques, les chercheurs vont dire qu'il vaut mieux limiter les produits laitiers, pas au maximum, on peut en prendre et tout, mais pas trop. Et alors la pub aussi favorise le calcium dans les produits laitiers. Ouais. C'est une bonne source de calcium, certainement, mais il y en a plein d'autres. Il y a des tas de légumes, etc., qui ont plein de calcium. Donc, on peut s'en passer sans problème. Pourquoi pas, le fromage, c'est bon. Oui, non, mais évidemment, tu prêches un convaincu. Le fromage, c'est très, très bon. Le fromage, c'est la vie. Le yaourt, pourquoi pas. Mais il faut être prudent sur la quantité. D'accord. À la limite, le fromage, c'est juste trop bon. Mais le principe de boire du lait ou de devoir manger du yaourt pour être en bonne santé, c'est quand même... c'est presque de la bullshit totale au niveau du marketing. C'est pas scientifiquement pertinent. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour le dire de façon classe, ce n'est pas scientifiquement pertinent. Voilà. Je vois. D'accord. Et donc, ok, donc on a... Mais au fond, on parle d'industrialisation sur la longueur, mais tu as le lait où on est sur un délire un peu total, on a le sucre qui a fait son apparition, qui a un peu rendu tout le monde addict à certains produits, etc. Mais tu as d'autres éléments comme ça, histoire de prévenir tout le monde. Oh oui, on sait qu'on mange trop de graisse aussi et trop de mauvaise graisse. Notamment les graisses animales, il faudrait être méfiant. Il vaut mieux favoriser les graisses de poisson qui contiennent plus de bonne graisse que le bœuf. En parlant de graisse, il y a un truc, c'est Romain qui m'en a parlé à côté de là, il me parlait d'un reportage. Ça s'appelle comment le reportage que tu as vu sur Netflix ? La santé dans l'assiette. C'est absolument génial. Rien que le titre, j'adore. Et donc, tu me dis si je dis une connerie, mais je vais essayer de retranscrire ce qu'il m'a dit. Donc, en gros, dans l'idée, ça partait du principe qu'ils ont fait une petite étude sur l'état de santé des gens avant-guerre. Je parle de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre et après la guerre. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire que pendant la guerre, évidemment, on avait beaucoup moins accès à tout ce qui est viande. Et l'idée, c'est donc... ils ont regardé un petit peu l'état de santé avant, pendant et après, et ils se sont rendus compte qu'en fait, on avait tous les taux qui étaient, on va dire, créateurs de maladies type cancer, cardiovasculaire, etc., qui étaient énormément plus hauts. Tous les taux de ce genre de trucs étaient beaucoup plus hauts quand on avait de la viande que quand on n'en avait pas. Et ils ont fait les mêmes tests avec un rat. Le taux de cholestérol notamment. Et il devait être bas pendant la guerre parce que les gens étaient sous-alimentés. Mais quand ils ont été réalimentés correctement après, ça a fait des dégâts. Parce qu'ils ont fait les mêmes tests sur les rats, donc ils ont mis genre 2 rats, et l'idée c'est qu'il y en a un qui a 0 ou 5% de viande dans son régime alimentaire, et l'autre qui en a 20%, c'est ça ? 20% de viande dans son régime alimentaire, et ils se sont rendus compte que les deux, ils commencent au même moment, et les deux se retrouvent avec des taux complètement différents, et c'est quand même des taux de... Alors, je ne connais pas les éléments. Le taux de cellules cancéreuses. Merci beaucoup. Je galérais sur le mot en lui-même. Mais donc, le taux de cellules cancéreuses était largement plus haut quand on mangeait plus de viande. Donc, le rat avec 20% de viande versus celui à 5% avait largement plus de taux de cellules cancéreuses. Et, donc, et puis, il y avait un autre truc intéressant que Romain m'a expliqué, c'est qu'en fait, quand ils en mangent, c'est très haut. Quand ils arrêtent, ça redescend instantanément ou pratiquement. Et ça remonte quand on recommence à bouffer de la viande. Donc effectivement, c'est pour prouver par A plus B que c'est la viande qui amène ce taux de cellules cancéreuses. Et au fond, ce qu'il faut savoir, on en parlait tout à l'heure, c'est que au Paléolithique, justement, l'homme mangeait beaucoup plus de viande que maintenant. Mais il faut voir de quelle viande il s'agissait. C'est de la viande sauvage, c'est des animaux qui couraient toute la journée et dont la viande était très peu grasse. Et donc, ils avalaient des graisses animales, mais en quantité relativement réduite. Donc c'est les graisses en fait qui sont génératrices. Les animaux qu'on mange maintenant, ce sont des animaux sélectionnés pour faire de la viande, dont la viande est beaucoup, beaucoup plus grasse qu'avant. Et donc, il faudrait limiter la quantité de viande qu'on mange à quelques fois par semaine. Alors qu'il y a des gens qui en mangent.
Oui, Je vais juste répéter ce que tu viens de dire parce que sinon ça va être chaud. Et Romain vient de me dire que ça dépendait aussi de ce qu'on donnait à manger aux animaux. Absolument. Et c'est évident. C'est-à-dire qu'il y a un côté chaîne alimentaire, quoi, hein, tout simplement. Donc à partir du moment où on donne de la merde à la vache qui va être mangée après, puis de toute façon, on est dans l'avènement du Kobe, de tous ces trucs-là où c'est des viandes qui sont littéralement massées pendant toute leur croissance avec du violon, etc. Enfin, on a mangé pas plus tard qu'hier soir, il y a une belle tranche, un beau steak avec Romain. C'est une viande qui est terriblement graisseuse quand même, qui est terriblement aussi tendre. Et j'ai l'impression, alors je peux me tromper parce que je suis pas un grand chasseur de manière générale, mais les rares fois où j'ai pu goûter des viandes type cerf ou des choses comme ça qui sont littéralement sorties de la chasse genre la veille, c'est un peu plus ferme. C'est largement plus ferme. C'est un bout de steak, tu manges pas 400 grammes de ça, tu es incapable. T'en manges 100 grammes et t'as l'impression que t'as bouffé pour 4, quoi. Donc c'est très différent. Mais tu es trop jeune pour avoir vécu l'histoire de la vache folle. C'était déjà... Ah mais ça je me souviens. Voilà. Alors, j'étais gamin mais je me souviens de ça, tout à fait. Pourquoi on a eu ces problèmes-là ? C'est parce qu'on nourrissait les vaches avec des farines animales. Mais une vache c'est un herbivore si je ne me trompe pas. Non, donc c'est fait pour manger de l'herbe et quand il n'y en a pas, on leur donne des céréales ou des choses du genre. Là on les nourrissait avec des farines animales. Donc tout le broyat de carcasses d'animaux et de choses comme ça, c'est un peu aberrant, quoi. C'est comme si on nourrissait les tigres avec de l'herbe, quoi. C'est un truc qui... C'est complètement le problème inverse, quoi. Voilà. Et donc effectivement, Romain il a raison, ça dépend de ce que les animaux mangent. D'accord. Mais est-ce que ça veut dire que du temps paléolithique, les gars avaient plus de cancers et de choses comme ça, ou pas particulièrement ? Plutôt l'inverse ? Alors, on n'en est pas sûr. Plutôt l'inverse, mais on n'en est pas sûr, évidemment, parce qu'on ne retient que les choses dures, hein, les os, les dents, etc. On n'a pas pu faire une interview dernièrement d'un mec... Voilà, exactement. Je comprends. Alors, il faut aussi... les cancers, ce sont des choses qui apparaissent quand même tardivement avec l'âge. Et au Paléolithique, 30 ans, c'était vraiment, je pense, l'âge maximum. Il y a probablement des plus vieux qui avaient de la chance, mais on mourait suffisamment jeune que pour pas être victime des cancers qu'on connaît maintenant. Il est évident qu'on suppose que beaucoup de cancers actuels viennent de notre mode de vie, notre alimentation, des polluants présents dans l'atmosphère, dans la nourriture, etc. Mais les corrélations ne sont pas toujours faciles à faire. Quoi. Donc on n'est pas encore capable de prouver que le cancer est créé par ces horribles salauds d'industriels, c'est ça. Il y a clairement des gens qui se posent des questions. On a des soupçons. C'est ça, je vois. Il y a des gens qui se posent des questions, mais on ne peut pas encore vraiment le prouver. C'est marrant d'ailleurs, parce que si on part dans ce délire-là, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus du cancer et des choses comme ça qu'on en parlait avant. Alors peut-être que c'est parce qu'on est plus conscient de ce genre de choses, mais il y a des maladies dont on ne parlait pas tellement avant qui sont quand même présentes depuis longtemps. Et je me disais, tu vois, le cancer, par exemple, c'est un truc, est-ce que ça existait au Paléolithique ? Mais forcément, ça devait exister, mais peut-être pas très souvent, ce genre de truc, quoi. Exactement. Mais Alzheimer, par exemple, c'est un truc dont on n'a jamais vraiment discuté. Avant, les vieux étaient gâteux. Voilà. Alors, bon, faut voir. Je crois qu'il y a effectivement une augmentation des cas de démence sénile, d'Alzheimer, etc. Probablement aussi dû à notre mode de vie, mais je suis pas spécialiste. Par contre, une chose on voit très bien, c'est l'obésité à travers le monde ça, c'est violent. Qui implique des tas de pathologies, le diabète notamment. Et je crois qu'il y a 23 millions de Français qui sont en surpoids aujourd'hui. Oui, 20 millions, oui. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 23 d'ici 2020 ou un truc comme ça. Ouais. C'est complètement dingue. Ça fait. Tu te rends compte, c'est un tiers de la population. Oui. C'est dingue. Et un tiers de la population qui va avoir des pathologies dues à ça. C'est dingue. Et ça c'est le résultat de la nourriture industrielle, des sodas, des graisses, des trucs et des machins. C'est absolument clair. Et en plus, ce sont des maladies qui sont assez inégalitaires parce que c'est plutôt les tranches défavorisées de la population qui sont obligés pour des raisons financières de mal se nourrir et qui souffrent de ce genre de pathologie beaucoup plus que les gens plus aisés qui font du sport, qui mangent bio, etc. Mais c'est ça, plus tu as d'argent, plus tu as la possibilité d'avoir ton petit coach personnel qui vient te faire des courses. Quoi. C'est pas vrai partout, c'est vrai en France. C'est moins vrai aux États-Unis parce que les gens plus riches mangent pas forcément mieux. Donc ils ont aussi des tas de problèmes.
Au fond, on a établi qu'il fallait essayer d'arrêter de manger industriel, qu'il fallait cuisiner, qu'il fallait commencer avec des produits de base. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou au fond, si déjà on fait ça, on sera en bien meilleure santé Est-ce que tu as un régime à conseiller? J'en sais rien, puisque le paléo, c'est pas exactement ça. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, non, enfin, moi je suis partisan de retrouver l'amour de cuisiner. Alors, intéressant ça. disons que c'est vrai que c'est compliqué, les gens n'ont pas le temps, mais c'est une très très bonne activité, ça permet de préparer sa nourriture soi-même, donc d'éviter toutes ces nourritures industrielles déjà préparées qu'on met au micro-ondes et qui ne sont pas bonnes pour la santé. Donc essayer, moi, c'est ce que je dirais, réapprendre à cuisiner, ce serait pas mal. Il y a un côté détente. Et on peut cuisiner très très bien, de manière très très simple, sans être un grand spécialiste. On se fait des très bonnes choses. Et puis quand on a envie de choses plus sophistiquées, on va au resto, on va chez sa grand-mère. Je sais pas, il y a moyen de trouver des solutions. Mamie. En plus, c'est une activité de couper des légumes avec son petit couteau, tchac tchac tchac. C'est très zénifiant. On a le cerveau droit qui se met en branle et on sent plus heureux, plus calme, plus détendu. Ouais, je comprends l'idée. Après une journée de travail stressante, le rentrer, se couper ses petits légumes et se frichtir des petites choses, ça détend et c'est très bien. Voilà. Bon, mais cool. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Et puis surtout, c'est comme ça, on a pu faire un premier podcast. On a pu tenter le premier podcast avec tout le stress que ça a amené. Merci en tout cas à tous ceux qui auront écouté ce podcast. Et on va essayer de publier un podcast à peu près tous les mois si on y arrive. Et les prochaines fois, vous pouvez attendre des podcasts autour des applis mobiles qui sont sortis dernièrement au propos de la bouffe. Tout ce qui est justement causé un petit peu de nutrition, micronutrition. On a l'intention de parler avec des professeurs du CHU de Montpellier. On a l'intention de parler avec des gars qui sortent des applis mobiles un peu tous les jours pour justement discuter de tout ça et voir un peu ce qu'on peut apprendre sur la nourriture et mieux se nourrir de manière générale pour qu'on démarre un peu cette conversation. Voilà, merci à tous, au revoir. Au revoir.